Donc bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Nous avons dans le cours Sciences de gestion commencé par des aspects économiques pour pouvoir vous sensibiliser à l'importance du monde de l'entreprise. Après l'étude de l'évolution du management, nous allons aujourd'hui essayer de découvrir le profil du manager. Donc prenez avec moi vos cahiers et vos stylos et nous commençons. C'est bon, vous avez noté le titre? Le rôle ou bien les rôles du manager. Bien sûr, ce chapitre s'adresse à toute personne dans cette amphi. Ne le prenez pas comme un chapitre pour l'objectif court terme, l'examen, mais prenez-le comme un chapitre de construction de ton profil à venir. Alors, je vais commencer, chers étudiants, avec Mintzberg. Mintzberg est né en 1939 au Canada. Pourquoi je prends Mintzberg? On écrit ensemble, si vous permettez. Pourquoi je prends Mintzberg comme référence? Tout simplement parce que cet économiste a travaillé sur le profil du manager. J'ai mis ici caractéristiques du travail du manager. Si nous voulons parler d'un manager, est égal à un gestionnaire, est égal à quelqu'un qui va mener les équipes vers la performance. Cela veut dire toi, dans quelques années, d'ici Bac+3 ou Bac+5, tu seras un chef de projet, ou bien un chef de service, ou un chef de département, ou chef d'équipe, ou chef de mission. Tu auras un poste, j'espère, de responsabilité. Et donc, si tu es dans ce poste de responsabilité, tu ferais du management. Qu'est-ce que ça veut dire, management? Vous vous rappelez des trois verbes? Conduire, mener et manier. Bravo, et manier. Donc, nous allons faire en sorte que notre équipe arrive à réaliser les objectifs. Alors, découvrons ensemble. Qu'est-ce qu'il nous dit, Mintzberg? Il nous dit tout simplement les activités de gestion, puisque tu es chaque jour au travail, chaque jour au quotidien, face à des challenges. Donc, il faut que tu saches qu'il y aura plusieurs problèmes, plusieurs missions et plusieurs tâches. Le manager est un sauveur. Si toi, tu vas être chef d'équipe ou chef de mission, chef de projet, il y a des actions brèves. Donc, tu peux avoir 5-6 tâches par jour ou 5 ou 6 actions par jour. Et à chaque fois que tu termines une tâche, tu passes à une autre. Les tâches sont différentes, variées. Donc, nous parlons de quoi? De polyvalence. C'est pour cette raison qu'en première et deuxième année, vous allez avoir un programme tronc commun. C'est quoi tronc commun? C'est un programme dans lequel vous touchez à plusieurs disciplines. Des disciplines financières, des disciplines de gestion, des mathématiques, des disciplines très techniques, des disciplines plus soft pour avoir un profil diversifié. Deuxième point avec Mintzberg, c'est que les managers, ils préfèrent leur activité de chaque jour qu'elle soit bien définie. C'est quoi bien définie? Une mission claire avec un délai de réalisation. Une mission et un délai. Lorsque tu connais la mission et tu connais le délai de réalisation, tu peux agir, tu peux influencer ton équipe. Et bien sûr, lorsque nous parlons de manager, toi tu veux être un responsable, tu veux être un manager, reste au courant des sujets d'actualité. Pourquoi? Pour adapter la stratégie que tu vas appliquer à l'environnement qui t'entoure. Il faut toujours prendre en considération l'environnement. Bien sûr, l'environnement politique, économique, social, législatif, l'ensemble des facteurs qui peuvent influencer notre activité. Est-ce que ça va pour l'instant? Lorsque vous écrivez, est-ce que vous m'écoutez ou bien uniquement vous écrivez? Est-ce que vous faites double action? Alors, qu'est-ce que nous avions dit par rapport au premier point? Que les activités doivent être comment? Elles doivent être brèves. Cela veut dire qu'elles sont rapides, courtes, avec un délai bien défini. Dans une journée, tu pourrais, par exemple, gérer une réunion. Après, tu vas rencontrer un client. C'est une deuxième action. Après, tu vas faire un petit déplacement à Rabat. Tu reviens, tu as la réunion l'après-midi. Donc, tu rentres à ton bureau, tu prépares ton PowerPoint et tu as la réunion à 14h.
Dans la réunion, c'est une action d'animation, de discussion. Et lorsque vous allez sortir de la réunion, peut-être qu'il y aura une mission ou une nomination. Ils vont te nommer pour une activité. Donc, dans une seule journée, combien d'actions tu as fait? 4 ou 5 ou plus, selon la taille de l'activité, selon la taille du service, selon la taille de l'effectif, selon la taille de l'entreprise. Quelle variable rentre en jeu? La taille de l'entreprise. Quand c'est une petite entreprise, il y a peu de missions, peu de stress et peu de projets. Et au fur et à mesure que l'entreprise va grandir, qu'est-ce qu'il va y avoir? Du stress, des projets, mais aussi une rémunération intéressante. Deuxième point que nous avons abordé, c'est que tu sois à jour et que tu fasses attention à l'environnement et à son influence. Si tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi, les questions d'actualité, donc tu ne peux pas prendre des décisions. Je continue. Le troisième point, une préférence marquée pour la parole. Cela veut dire que si tu es un manager, tu dois communiquer quand et où. Dans les réunions, un conflit qui peut être entre deux personnes, tu dois les résoudre ou au moins conseiller ou orienter. Il y a des salariés qui n'ont pas bien compris la tâche. Tu dois les orienter, les conseiller, pas seulement par email, mais tu dois t'adresser à eux et communiquer avec eux. Les managers entretiennent un ensemble de relations complexes avec diverses personnes ne faisant pas partie de leur organisation. Depuis tout à l'heure, je ne parle seulement que de l'interne, mais il y a d'autres personnes qui sont à l'extérieur, peut-être des fournisseurs, peut-être des clients, peut-être des acheteurs, peut-être d'autres partenaires. Et bien sûr, les gestionnaires ne choisissent pas la majorité de leur activité. Pourquoi? Parce qu'il y a la politique de l'entreprise, donc le manager doit suivre la politique de l'entreprise. Donc c'est qui dirige? C'est qui nous donne la stratégie? C'est le pôle directionnel, le PDG, le directeur général, leur RH et les directeurs de département. Et les managers vont passer à l'exécution et au pilotage. Je vais passer toujours avec Mintzberg pour mieux comprendre ce caractère du manager. La phrase est facile. Le manager est orienté vers l'action et peu vers la réflexion. Le mot-clé ici, c'est quoi? C'est exact. Il ne dit pas travailler correctement, mais il est avec toi dans la réunion et il te montre la méthode. Il ne parle pas aux gens dans le chantier. Il est avec eux dans le chantier et il leur montre comment. C'est quelqu'un qui montre pourquoi et comment. Il explique, mais de façon concrète. C'est un guide. C'est un orientateur. Et c'est quelqu'un qui est modeste. Il s'assoit avec toi. Il discute avec toi. Bien sûr, si tu choisis ce métier, tu dois avoir beaucoup de patience pour donner du temps aux autres et diminuer un peu ta nervosité, ta colère contre les gens qui sont de performance moyenne. Parce que même si tu vas expliquer 2-3 fois, il y a des personnes qui vont te dire oui, oui, c'est clair, et qui vont faire des erreurs. Donc tu ne vas pas passer à la sanction, au licenciement directement, mais tu vas essayer de quoi? De coacher encore, d'orienter, de donner une deuxième chance, une troisième chance. Bon, il est plongé dans l'action. Et quelquefois, lorsqu'il y a un problème, surtout lié à l'avenir de l'entreprise, donc il ne peut pas prendre du temps, trop de temps pour réfléchir. Sa réflexion doit être rapide pour qu'il passe à l'action. On n'a pas une semaine pour prendre une décision, mais on doit la prendre tout de suite. Imaginons, je vous donne un exemple. Monsieur Karim est décédé. Quand? Ce matin. Il est mort. C'est un problème ou non? Oui, surtout si M. Karim fait partie du projet et son rôle est important. Qu'est-ce qu'on va faire? On va contacter les cabinets et rester 2 semaines en train de faire le recrutement? On n'a pas le temps. On ne peut pas attendre 2 semaines pour le projet. Il faut agir rapidement. Donc, on va choisir à partir du capital humain qui se trouve en entreprise. Bouée de sauvetage pour pouvoir quoi? Continuer l'activité. On doit continuer.
On peut appeler le matin même des cabinets et leur demander des profils de sauvetage, des profils qu'ils ont déjà validés pour qu'ils envoient ces profils à l'entreprise. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? La vitesse de la prise de décision. Il y a une vitesse. Ça ne vous rappelle pas un mot important? L'adaptation au problème. Tout à fait. Donc, je vais vous laisser noter le schéma pour que mon explication, vous pourriez la suivre. Mais s'il vous plaît, essayez d'accélérer. Regardons, chers étudiants, ce que nous avons dans ce slide. Le rôle du manager. C'est-à-dire toi, dans quelques années, tu dois avoir 3 pôles d'action. Le premier pôle, regardez avec moi ce que j'ai mis à gauche. Domaine interpersonnel. Entre les personnes. Inter veut dire entre. Personnel, c'est les personnes. Donc, il a un rôle de négociateur. Quand monsieur A et monsieur B rentrent en conflit, qu'est-ce que le manager doit faire? Il doit être entre A et B pour calmer les conflits. Si A refuse de travailler avec B, donc le manager va venir pour pouvoir les motiver et les pousser à la collaboration. Donc c'est un agent de liaison. Même si A et B, ils ont un très mauvais rapport. Ça fait 3 fois qu'ils se bagarrent dans les réunions. Mais il va venir leur expliquer que nous ne sommes pas là pour aimer une personne. Nous ne sommes pas là pour détester. Les sentiments n'ont pas de place en entreprise. Est-ce que nous sommes là pour sentir ou pour réfléchir? Pour réfléchir, pour atteindre des objectifs. Donc, il doit être clair dans son fonctionnement. Il doit leur dire, s'il vous plaît, laissez les émotions à part. Nous sommes ici uniquement pour la collaboration. Ne l'aimez pas et ne le détestez pas. Préservez vos sentiments, mais essayez tout simplement d'arriver à cet objectif et cet objectif. Donc, il est quand même un leader d'opinion, un leader à une forte personnalité. Il va essayer de calmer les choses, de les mener, de les orienter. C'est le symbole de la positivité. Il est positif, il est sage, il est calme. Il ne va pas être tout le temps en colère. Il réfléchit avant de parler. Il réfléchit avant d'agir. Et donc, tout le monde lui fait confiance. Si tu veux être un manager que tout le monde va suivre, tu veux être suivi par tout le monde, travaille ces qualités sur toi. Deuxième capacité ou deuxième habilité, c'est le domaine de l'information. C'est-à-dire que ce manager, c'est-à-dire toi, qu'est-ce que tu dois travailler? Ton sens d'observation. Tu dois tout savoir dans le service. Tout savoir par rapport à n'importe quelle situation. Tu as des radars partout. Tu es multiradar. Même quand tu n'es pas là, tu es absent, tu dois savoir ce qui s'est passé. Les réunions auxquelles tu n'as pas assisté, tu dois lire le compte rendu de réunion. Si quelqu'un est parti en déplacement, tu dois lire le rapport de déplacement. Pourquoi? Avant de prendre une stratégie, au moins tu prends en considération les événements qui sont déjà passés. Et non qu'elles te disent, monsieur, vous avez de très très mauvais jugements et vous n'arrivez pas à prendre de bonnes décisions, vous ne savez même pas ce qui s'est passé et vous jugez. Vous ne savez même pas ce qui s'est passé avant et vous prenez des décisions. Vous lui dites non, voilà le rapport, voilà le compte rendu de réunion, je suis au courant de toute la situation. Donc, il est observateur actif. Il est diffuseur de l'information. Quand il y a des chiffres, des statistiques, des données, une info, il va la diffuser. Donc, il va faire du management de proximité, il va s'approcher des gens et il va faire du management aussi digital. Il va envoyer des mails d'information. Donc, le management participatif, directif et le management de proximité. Si on va écrire 3 sur votre cahier, le management participatif, le management directif et le management... Quel type de management? Qu'est-ce qu'on va noter? Participatif, de proximité. Participatif, de proximité et digital, bravo. Et digital parce qu'il doit maintenir le suivi à travers des mails qu'il envoie à toute l'équipe. Très bien, donc le porte-parole du service, oui, il est le porte-parole du service. Quand il y a une réunion, il va présenter
les éléments travaillés par son équipe, mais il est aussi le porte-parole de la direction. Lorsqu'il va avoir des réunions avec la direction, il va expliquer les demandes, les attentes de la direction à l'équipe. Il y a aussi un domaine qui est le domaine des décisions, c'est-à-dire il est quand même entrepreneur. Qu'est-ce que cela veut dire entrepreneur? Il entreprend, il fait des efforts, il innove, il est créatif. Oui. Lorsque le boss n'est pas là, on ne va pas l'attendre, il va proposer des solutions. Il a cette capacité d'innovation, c'est le management d'innovation et la créativité. Il va réguler, arranger certaines choses quand ça ne va pas. Négociateur, on l'a expliqué tout à l'heure. Et quand vous avez besoin de ressources, vous êtes seul ou deux personnes et vous avez besoin de stagiaires pour vous aider, il va vous chercher des ressources humaines pour vous aider dans un projet. Vous avez besoin de ressources financières pour lancer un projet. Il va demander au service financier s'il peut vous aider financièrement. Ainsi de suite. À chaque fois que vous avez besoin, même de ressources papier, stylo, feutre, la logistique, il va aussi vous aider. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il passe chez tout le monde. Il parle à tout le monde. Il est proche de tout le monde. Il écoute tout le monde. Et lorsque vous voyez qu'il est là, qu'il suit et qu'il fait attention, donc vous aussi, vous vous surveillez. C'est une méthode extraordinaire pour arriver à toucher la performance. Il va pousser tout le monde à être performant. C'est quoi la performance? C'est la réalisation des objectifs. C'est l'efficacité. C'est pas la peine d'écrire le slide d'après. Vous allez juste voir avec moi et nous allons expliquer. Parce que ça reprend ce que nous avons mis ici. N'ayez pas peur du tableau. Il paraît grand. Nous allons lire ensemble. Donc, le 1, le rôle de symbole. Il va représenter son organisation. C'est juste une synthèse. Le rôle d'agent de liaison. Il permet au cadre d'avoir des faveurs et des informations. Le rôle de leader. Il va motiver, il va gérer le personnel. J'ai pris juste les mots-clés. Le rôle d'observateur. Il va recevoir, mais il va aussi chercher l'information. Le rôle de diffuseur, il va diffuser l'information. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dispatcher, lancer l'info à tout le monde. Il va transmettre l'info. Rôle de porte-parole. Donc, il va communiquer même à l'extérieur des données, des chiffres, la visibilité, la situation interne de l'entreprise. Le rôle d'entrepreneur, nous l'avions compris, donc il va être innovateur, il va prendre des initiatives, régulateur pour pouvoir arranger ce qui ne va pas, essayer de rectifier, de corriger. Lorsque l'entreprise est en danger, il ne doit pas mener l'entreprise vers le danger. Le rôle de négociateur, quand il y a conflit, tension, stress, pression, et bien sûr, la supervision. Il observe et il te donne la ressource dont tu as besoin. Est-ce que ce profil, si toi tu le prends comme objectif, tu peux arriver à ce profil dans combien de temps? D'ici la licence ou d'ici le master? Pour vous, je parle de vous. Master? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà des qualités ici? Oui? Tu es porte-parole. Très bien. D'autres étudiants? Négociateur? Très bien. Avez-vous d'autres qualités que vous voyez ici? Observateur? Leader? Diffuseur de l'info? Oui? De toute façon, pas une seule. Par exemple? Leader, oui. Les autres qui sont au fond de l'amphi, vous avez des qualités présentes? Très bien. Si alors j'ai une bonne base, je peux prendre certaines qualités et faire des objectifs. Ma première année, je vais travailler tel et tel point. En deuxième année, je vais travailler tel et tel aspect. Tu fais comme une gestion de carrière pour pouvoir arriver le jour de ton diplôme, le jour où tu auras ton diplôme, tu auras un profil intéressant recherché par le marché de l'emploi. Je passe à un autre auteur qui est Peter Drucker, 1909-2005. Notez et nous commençons. Alors, découvrons, cher étudiant, Drucker. Il est considéré comme le père
des théories modernes en management. Donc lui-même est un innovateur. Il a innové un nouveau management. Un management moderne. On peut l'appeler un management contemporain. Pourquoi? Parce que le monde change, les gens changent, les pratiques changent, l'environnement change. L'être humain doit changer son mode de fonctionnement aussi, il doit s'adapter. Drucker est venu pour innover. Une nouvelle méthode en management. Pourquoi on innove? Pour s'adapter au changement de l'être humain. L'être humain, aujourd'hui, en 2023, est-ce qu'il ressemble aux personnes dans les années 40 ou 30? La psychologie de chaque personne, même au Maroc, dans le même pays, mais le Marocain de 1930 n'est pas le Marocain d'aujourd'hui. Donc si avant une technique marchait, c'est maintenant old school. On ne peut pas l'appliquer aujourd'hui. Regardez ce qu'il cherche. Il cherche l'efficacité. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a dit? L'efficacité égale atteindre les objectifs. Pour lui, c'est la chose la plus importante. Donc, voilà ce qu'il fait. Il dirige. Il doit assumer des fonctions précises. Il va diriger. Donc, accompagner l'équipe. Il va être avec eux dans chaque processus. Il va planifier. Quand tu dis planifier, est égal à un plan d'action. C'est égal à quoi? Action 1, action 2, action 3. Donc, tu donnes à ton équipe un plan, c'est-à-dire chaque jour, avec quel objectif. Le matin, voilà ce qu'on va faire. L'après-midi, viens, on va partir en déplacement. Mardi matin, 2 tâches. Nous avons 2 tâches. Qu'est-ce qu'il fait? Il clarifie. Il rend les choses claires pour permettre aux gens de suivre. Mais il ne peut pas leur demander dans le vague, de façon générale, de travailler. Eux, ils disent, oui, mais je commence par quoi? Je dois faire quoi? Mais, donc, ils ne sont pas orientés. On ne peut pas leur reprocher leur manque de performance. Donc, il est tout le temps dans des allers-retours entre la direction pour prendre certains éléments et il part chez son équipe ou ses différentes équipes pour pouvoir piloter. Il organise le travail et va suivre les salariés, les contrôler pour voir s'ils ont suivi ses recommandations ou non. Donc, il fait ce qu'on appelle suivre le salarié, c'est le pilotage stratégique. Il va piloter de façon stratégique, c'est-à-dire il va faire un plan. Le mot stratégie est égal à quoi? Différentes actions. C'est cela une stratégie. C'est action 1, action 2, action 3. C'est un processus de plusieurs actions. C'est un ensemble de plusieurs actions. Donc il va piloter les salariés, les suivre pour voir le degré de réalisation. C'est lui le constructeur, c'est lui le pilote en permanence de l'entreprise. Si nous avons 4 ou 5 bons managers qui vont suivre, expliquer, coacher, être régulateurs avec tous les rôles que nous venons de voir, l'entreprise génère un bénéfice extraordinaire. Et il aura toujours une prime de remerciement, prime de rendement, prime fin d'année pour l'encourager à encore être efficace. Maintenant, je passe à un troisième auteur, c'est Crozier, 1922-2013. Vous avez remarqué, je vous donne une visibilité rapide de chaque auteur pour connaître sa vision. Je vous attends, soyez rapide. Vous n'êtes pas obligé de tout écrire, prenez l'essentiel. Alors, Crozier, troisième auteur, nous avions vu Milsberg, Drucker, Crozier, 1922-2013. Il s'intéresse à la sociologie. Que veut dire sociologie? C'est étudier les relations dans une société. Est-ce que toutes les sociétés se ressemblent? Non. Chacune, ses traditions, ses mœurs, sa vision. Lorsqu'on parle de peuple français ou le salarié français, est-ce qu'il ressemble au salarié marocain? Non, parce que le Maroc, c'est un contexte à part. Même le salarié marocain, est-ce que tous les salariés marocains se ressemblent? Non, vous allez me dire, même madame, dans le même pays, il y a des régions différentes. L'esprit de quelqu'un qui habite au nord n'est pas comme l'esprit de quelqu'un qui habite au sud, ou à Casablanca, ou à l'est, ou à l'ouest. Nous avons plusieurs régions, plusieurs mentalités, plusieurs façons de vivre, façons de faire. Et donc, nous sommes différents dans le pays même, Maroc. Cette diversité, le manager la prend en considération. Et c'est pour cette raison qu'il a analysé de façon stratégique ces relations humaines. Qu'est-ce qu'il nous dit alors si on veut garder une conclusion? Il nous dit que le manager
est celui ou celle qui doit comprendre et gérer les tensions. Quand on parle de tension, est égal à pression exercée sur une personne. Mais aussi des soucis interpersonnels. Pourquoi? Au lieu de perdre un collaborateur, au lieu qu'il parte chez un concurrent, au lieu de le mettre dehors ou de générer juste un environnement toxique, il est meilleur de quoi? De créer des alliances. C'est quoi les alliances? C'est un système de win-win. On collabore. Au lieu que toi, je te mette dans un bureau et l'autre dans un bureau et chacun est seul et nous avons tout le monde dans un climat électrique, moi, je préfère mettre une équipe dans une salle de réunion, je leur donne un timing, un objectif et je leur dis collaborer. Il y aura de la richesse, de la communication, les gens vont être à l'aise, ils vont plus produire des idées, il y aura de la complémentarité, chacun va compléter l'autre. Donc, qui est gagnant? C'est l'entreprise qui aura une richesse au niveau des idées. Regardez ce que j'ai mis en vert. Cette technique va permettre à l'entreprise de survivre. C'est grâce au capital humain qu'on peut trouver justement ces solutions. Et nous allons réfléchir aussi à ce manager qui sera au milieu comme quand il y a un cercle. Il est lui au milieu de toutes les relations avec tous les salariés. Donc tout le monde va venir vers lui et tout le monde va prendre de lui l'information et partir collaborer. Donc son rôle est central, son rôle est noyau. Et s'il est absent, malade ou quoi que ce soit, il doit toujours choisir ou déléguer ses tâches à quelqu'un. Il doit choisir un remplaçant. Vous l'avez compris, selon Crozier, il y a la valorisation du côté professionnel du manager pour l'encourager à avoir le maximum de relations et aller vraiment très loin jusqu'à appeler une personne par son prénom. Ne sois pas surpris si le manager t'appelle par ton prénom. Et si tu es manager, tu peux le faire aussi. Pourquoi? Pour briser la glace, pour montrer que nous sommes vraiment dans un esprit famille et qu'il n'y a pas de supérieur et de subordonnés, mais que nous sommes tous une seule équipe. Lorsqu'il y a cet aspect, il y a confiance, il y a positivité, il y a sourire, on peut manger ensemble et travailler, on peut prendre un petit café, on travaille, on peut faire after work, on sort ensemble après le travail et on discute d'un projet, on peut faire des formations à l'extérieur, dans des hôtels, on étudie le matin et on s'amuse l'après-midi, on peut faire des team building, on construit des équipes, c'est très à la mode aujourd'hui. Sortir le salarié à l'extérieur, on peut faire des voyages, organiser, tant de choses qu'on peut faire ensemble pour briser cette électricité ou cette jalousie professionnelle ou cette tension. L'important, c'est d'arriver à l'efficacité. Donc, si je veux résumer, vous avez remarqué après chaque 2-3 idées, je fais un résumé. Donc, qui est le manager? Le manager est quelqu'un qui va agir avec chaque personne, mais il va aussi agir avec les groupes. Vous allez le trouver avec des personnes individuellement et avec certains groupes. Donc, animation, suivi. Animation, coaching. S'il voudra être quelqu'un de positif, toujours leader, il doit lui-même se former pour avoir un savoir de qualité. Et il doit former ses équipes pour que ses équipes soient à jour. Maintenant, s'il va se former, et ses équipes sont formées, ils ont beaucoup d'informations, le savoir, d'accord. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Appliquer lui-même et son équipe ces informations. Et ça va se transformer en compétences, en savoir-faire. Voilà, ça va se transformer en compétences qui vont être utiles, ces compétences, ces savoir-faire. Pour qui? Pour l'organisation. C'est l'organisation qui sera gagnant, mais le salarié aura confiance en lui quand il va voir qu'il n'est pas dépassé par les tâches, mais qu'il accomplit les tâches de façon extraordinaire. Il va prendre confiance en lui parce qu'il sera félicité et remercié par tout le monde. Et donc, le manager lui-même doit donner un bon exemple. Il doit se former lui-même avant qu'il demande aux gens de se former. Il doit maîtriser le digital, l'informatique, il doit maîtriser les langues avant de demander à son équipe de le faire. Être l'exemple et transformer son équipe pour qu'elle soit une équipe de qualité. Et donc, qu'est-ce que cela va permettre? Que l'entreprise continue à survivre,
qu'il continue à exister. Et bien sûr, chaque personne aussi continuera à exister dans l'entreprise. Elle ne pensera pas à quitter l'entreprise pour aller ailleurs. Il y aura un effort, de la performance, une densité professionnelle. Il pourra aussi animer, vous avez compris le mot animation, ça veut dire en groupe, expliquer, montrer le chemin, montrer la destination, montrer la finalité. Et s'il n'est pas là, ou s'il est occupé avec une autre équipe, il peut déléguer, ça veut dire donner ce pouvoir à quelqu'un d'autre qui peut le remplacer. Donc il va travailler même le savoir-faire des autres qui vont commencer à être comme lui. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il va contrôler. Je vous ai dit un mot tout à l'heure. Quand tu suis le salarié, tu vois est-ce qu'il a atteint les objectifs demandés. Ça s'appelle le pilotage. Très bien. Donc voici une vision globale sur les capacités et compétences demandées d'un manager. En d'autres mots, qu'est-ce que le marché de l'emploi demande? Est-ce que vous avez vu ici le mot diplôme? Le diplôme est une chose et les compétences c'est une autre chose. Beaucoup de candidats sont refusés dans les entretiens parce qu'ils ont le diplôme, mais ils n'ont pas les compétences. Donc toi, étudiant en sciences de gestion en première année, tu dois travailler tes matières pour avoir un diplôme, mais tu dois travailler ta personnalité pour avoir ses qualités. Et le jour où tu seras dans un entretien de recrutement, il va vous dire « Monsieur, mademoiselle, pourquoi vous méritez ce poste ?» Tu ne vas pas lui dire « Monsieur, parce que j'ai un diplôme ». Le diplôme est un ingrédient important, mais non suffisant. Tu vas lui dire « J'ai un diplôme, mais j'ai aussi telle et telle capacité, tel et tel aspect dans ma personnalité. J'ai pu travailler à partir de la première année tel et tel aspect. Et aujourd'hui, je me sens capable pour affronter les challenges de l'entreprise. Je n'attends que la formation et je serai à la hauteur. Donc, je peux passer? Oui? C'est juste un slide de récapitulation. On va résumer, chers étudiants, de façon synthétique. On va faire une synthèse de notre apprentissage. Donc, le manager, il va diriger. Dans le mot « dirige », il montre une direction. Donc, quand il y a une direction, est égal à et le mot « planification » est égal à plusieurs actions. Et quand il va donner plusieurs actions à des personnes, il faut qu'il arrive à contrôler. Voilà. Donc, direction, planification et contrôle. C'est comme ça qu'il va gérer l'activité d'une équipe ou de plusieurs équipes. Ça dépendra. Voici quelques tâches qu'il peut exercer chaque jour, au quotidien. Tout ce qui est planning, coordination d'équipe, communication, ressources, motivation, coaching, entraide. Ce que j'ai mis ici reprend tout ce que j'ai expliqué comme tâche, comme capacité. Informer les décideurs de ce qui se passe, c'est de l'information ascendante. Il y aura de l'information ascendante. Il faut que les dirigeants sachent ce qui se passe chez les salariés. Est-ce qu'il y a satisfaction, non-satisfaction? Est-ce qu'ils sont motivés ou non? Quelles sont leurs attentes? Comment ils vivent le quotidien? Tout ce qui se passe chez les subordonnés doit arriver aux supérieurs. Et tout ce qui est discuté dans les réunions, tout ce que demandent les dirigeants doit arriver aux subordonnés. On ne les appelle pas inférieurs hiérarchiques. On parle de supérieurs hiérarchiques et on ne dit pas le mot inférieur. On dit subordonné. Ça marche? D'accord. Et bien sûr, ce qu'un manager pratique tout le temps, ce sont les réunions prévues et même imprévues. Et justement, lorsqu'il y a une réunion imprévue, il va essayer de faire quoi? De gérer les problèmes, de gérer certains petits soucis qui arrivent alors qu'on ne les attendait pas. Et c'est là où il montre son talent créatif pour qu'il soit capable de trouver la bonne solution. Et dès qu'il trouve une bonne solution,
Le lendemain, qu'est-ce qui se passe en entreprise? Tout le monde parle de cette réalisation. Donc, il gagne de la confiance et il travaille son leadership. La confiance se gagne et le respect se gagne. C'est à travers les réalisations d'une personne qu'on peut le respecter. Très bien, avec toute notre explication, je pense que vous avez cerné un peu le profil de ce manager. Il est tout le temps dans l'action. D'ailleurs, ce que j'ai mis dans ce slide, ce sont de multiples actions qu'il peut mettre en place chaque jour. On va parler de tes futures missions. C'est-à-dire toi, voici ce que tu vas faire au quotidien si tu auras un poste de responsabilité où tu seras gestionnaire d'équipe, de projet ou autre. Alors, regardez avec moi. Si tu veux que ton équipe travaille bien, qu'elle soit efficace, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut définir la mission. Explique-leur ce que tu attends d'eux. Il faut vraiment que tu fasses attention à leur compréhension. Je vous donne une petite astuce. Ne demandez jamais aux gens « Est-ce que vous avez compris ?» Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Ils vont dire « Oui ». Mais est-ce que c'est sûr avec ce « oui » qu'ils ont compris? Donc, c'est une erreur de poser la question « Est-ce que vous avez compris? Est-ce que je suis claire ?» Ils vont dire « Oui ». L'astuce est la suivante. Vous lui dites « Je suis vraiment désolée, mais j'ai oublié ce que je disais. Qu'est-ce que j'ai dit tout de suite? Rappelez-moi les 2 dernières idées. » Si eux, ils suivaient, est-ce qu'ils vont répondre ou non? Ils vont vous dire « Monsieur, doucement, vous venez de parler de cet aspect et vous venez de parler de cet aspect. Monsieur, je l'ai noté. Monsieur, calmez-vous, concentrez-vous. » Ils vont avoir une réaction très positive parce qu'ils suivaient et ils notaient. Mais s'ils ne suivaient rien et vous avez depuis une demi-heure parlé dans la réunion, vous avez expliqué et depuis tout à l'heure, ils vous disent « Oui, oui, oui », mais il n'y a aucune réaction. Ils vous disent « Monsieur, ce que vous avez dit beaucoup de choses. » Et ce beaucoup de choses, c'est beaucoup de choses, vraiment. Donc, il fixe pour ses équipes des objectifs clairs. On peut faire une petite réunion chaque matin. Et dans plusieurs entreprises, ils la font vraiment. Ça s'appelle une réunion de briefing. On va briefer. Vous connaissez? Si vous ne connaissez pas, vous pouvez la noter. C'est une réunion de briefing. B-R-I-E-F-I-N-G. Briefing. Qu'est-ce que tu as chaque matin de 8h à 8h15? Chaque matin. 8h, 8h15, c'est un briefing. C'est quoi briefing? On passe à la réunion, s'il vous plaît, 15 minutes, installez-vous. Donc, on a une journée de challenge. Toi, je te donne ces 2 tâches. Tout à l'heure, à 15h, tu reviens chez moi. Tu me dis ce que tu as réalisé. Toi, je vais te donner 2 tâches aussi. Je te donne 4 heures de réalisation. Vers 15h30, je vais terminer avec lui, je te prends toi. Tu viens, tu m'expliques l'avancement. Pour toi, je vais te voir à 15h. Mais voilà ce que tu vas faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il distribue les tâches. Chaque jour. Si vous laissez vos salariés une semaine, vous êtes perdu. Parce qu'à chaque fois que vous allez les rencontrer dans les couloirs, qu'est-ce qu'ils vont vous répondre? Ça va, monsieur, ne vous inquiétez pas quand même. Non, vous inquiétez pas. Les gens ne vont jamais vous inquiéter. Donc, pour vous, tout se passe bien. Alors que si vous faites confiance, vous êtes perdu. Il faut tout le temps faire le contrôle, le pilotage. On va optimiser les ressources. Donc, fournir les ressources nécessaires, mais uniquement après une analyse de besoins. Il va faire le suivi. Il va organiser le travail de la tâche la plus prioritaire à la moins prioritaire. Et bien sûr, la gestion des ressources humaines. Ce cours, vous allez l'avoir en S5. Le pôle ou le module GRH va porter sur la rémunération, comment rémunérer les salariés, sur la formation des salariés, la formation interne ou externe, sur la gestion de carrière des salariés, sur comment recruter, tous les aspects du recrutement, etc. C'est un cours très important qui va vraiment vous plaire, surtout si vous envisagez de faire une carrière en RH. On s'occupe de la vie de ces gens-là qui vivent avec nous, de ce capital humain. On les motive, on leur montre comment évoluer. C'est un cours extrêmement important pour moi dans le parcours d'un gestionnaire. Donc, je passe. Bien sûr, il va animer. Ça, c'est un point que nous avions déjà expliqué. Si nous voulons garder uniquement les actions de ce manager modèle, piloter, on a compris, ça veut dire conduire. Performer, ça veut dire atteindre les objectifs. Résoudre, qu'est-ce qu'on va résoudre? Les problèmes et les conflits. Résoudre les problèmes et résoudre les conflits.
communiquer. Communiquer en interne et communiquer en externe. Que veut dire anticiper? Oui, l'anticipation. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, tout à fait. Donc, penser à l'avenir. Il va réfléchir aux problèmes à venir et il va préparer les solutions aux problèmes à venir. Vous allez me dire, mais madame, les problèmes à venir, c'est une probabilité. Ce n'est pas sûr. Hein? Tout à fait. Ce sont des prévisions. Même en bourse, on fait des prévisions. Même le sport, ils font sélection 2025, enfin, tous les secteurs utilisent cette visibilité lointaine en étudiant tout simplement le marché, l'environnement, les risques. Et bien sûr, nous essayons de faire ou de mettre en place un plan, une planification pour pouvoir imaginer ces problèmes futurs et imaginer même ou mettre en place même les procédures de fonctionnement ou les solutions à venir. C'est de l'effort, madame, pour rien? Non, c'est de l'effort qui a beaucoup d'importance. Au cas où nous avons ce problème ou ce problème, nous avons déjà la planification mise en place, les ressources, nous avons les solutions déjà. Parce que quand il y a un problème, il y a la panique, il y a le stress. Mais quand il y a déjà les plans qui sont déjà préparés, on va juste prendre et exécuter. Ça s'appelle la gestion de risque. La gestion de risque que le manager fait, c'est cela l'anticipation. Il imagine tous les risques futurs et va les gérer en avance, alors que les risques ne se sont même pas là. Ils ne sont pas là, les risques. Il va les imaginer et il va mettre en place toutes les solutions. Si tout va bien et qu'il n'y a pas de problème, c'est très bien, c'est ce qu'on veut. Mais si au cas où il y a un problème, nous avons déjà les solutions mises en place. Donc, vous l'avez bien sûr deviné, il est une personne très importante au niveau décisionnel. Il va prendre des décisions chaque jour, au quotidien, pour chaque tâche. Et bien sûr, il va prendre en considération la politique de l'entreprise pour qu'il soit en concordance avec les attentes de la direction. Il organise quoi? L'équipe, quoi encore? Les tâches, oui, quoi encore? Le plan d'action, tout doit être organisé. Nous avons dit tout à l'heure des tâches les plus prioritaires, c'est vrai. Et quand il y a une réunion, nous sommes ensemble, il a besoin d'être là. Pourquoi? Pour expliquer, orienter. Donc, il fait de l'anima. Donc, il doit être fort en communication. Très bien. Donc, maintenant, nous avons parlé tout à l'heure de leader et nous avons parlé de manager. Maintenant, toi, tu dois être leader ou tu dois être manager? Ou tu dois être les deux? On va voir chacun qui est-il et vous me dites, est-ce que vous êtes capable d'être les deux ou est-ce que vous préférez être un parmi les deux? Chacun de vous a une personnalité différente dans cet amphi. Donc ici, il y a une phrase très connue. On dit « Managers do the things right. Leaders do the right things. » Vous connaissez cette phrase? Les managers font the things right. Les choses, ils les font correctement. Pourquoi? Parce qu'ils suivent la politique de l'entreprise et ses objectifs. Mais quand il y a un problème imprévu, peut-être un jour le leader va se lever, il va prendre un feutre, venir au tableau, nous dire je sauve la situation, j'ai une idée. Il va commencer à écrire la solution, il nous dit normalement ce n'est pas moi le responsable, mais j'ai une idée, est-ce que vous validez? Et tout le monde va le suivre. Il n'est pas manager par poste, il est leader d'opinion. Ça veut dire il est là, pourquoi? Pour pouvoir nous aider dans les situations difficiles. Il va faire les bonnes actions. C'était vraiment le bon moment pour intervenir. Et tout le monde va le féliciter. On va lui dire, vraiment, tu étais notre bouée de sauvetage. Donc le leader, c'est ce qu'il faut faire au bon moment, à la bonne place, avec la bonne personne. Il sait motiver les équipes aussi à le faire. Par contre, le manager suit la politique interne. C'est un poste, le manager. Il cherche uniquement l'efficacité. Il est plus logique, mais le leader est plus émotionnel. Lorsque tu vas trouver un emploi, on peut te proposer le poste de manager, mais il n'y a pas le poste de leader. Le leader, c'est un comportement. Il y a peut-être quelqu'un de ton équipe qui a le leadership en lui.
Il va se lever, t'aider, aider tout le monde. Il est disponible, il participe, mais il n'a pas le poste de manager. Mais toi, tu as le poste de manager, tu as signé le contrat d'un manager. Tu es payé pour ton management. Donc, c'est une fonction en entreprise, le manager. Mais le leadership, c'est une attitude, c'est du charisme, c'est de la présence. Et peut-être les gens ne vont pas respecter le manager, mais vont respecter le leader. Peut-être qu'il fait du mauvais management, le manager. Ce n'est pas tous les managers qui font du bon management. Il y a des gens qui ont des postes de pouvoir et ils sont négatifs. Ils abusent de leur autorité, ils font de l'agressivité. Il te dit si tu ne veux pas, voilà la porte. Il fait de la psychologie de la peur. Il te menace tout le temps, il n'y a pas de motivation. Ce n'est pas tous les managers qui sont de bons managers. D'ailleurs, je pense que vous écoutez la bonne gouvernance et la mauvaise gouvernance. Il y a les bons et les mauvais. Même si vous croyez que quand tu as un poste, tout le monde est bon. Non. Du coup, maintenant, c'est à vous de voir si vous préférez plus avoir ce poste, ce pouvoir de manager, ou est-ce que vous préférez être disponible pour tout le monde en tant que leader. Je peux passer? Bien sûr, tu peux être les deux. Tu as le poste de manager et en même temps, tu es un influenceur, tu es un leader. Tu peux avoir les deux, mais c'est l'idéal. Le leader est aimé, il est apprécié, pas pour son poste. Les gens, quand ils viennent chez toi boire un café, c'est pas parce que tu es Monsieur X, tu as le poste, mais parce qu'il t'aime, il t'apprécie, il t'adore. Tu peux avoir plein de personnes qui te cherchent dans la pause. Tu dis, on veut juste s'asseoir avec toi, on veut juste t'écouter. Tu as pu gagner leur confiance, tu les as influencés positivement. Maintenant, le manager, ils sont obligés de partir au bureau pour lui donner l'état d'avancement. Lui, c'est côté technique, toi, c'est côté humain. Mais on peut trouver un manager qui a le leadership aussi, qui est leader aussi. Donc, il est respecté pour le poste et il est apprécié par les salariés. Donc, c'est à vous de choisir. Je passe? Je peux? Vous voyez par exemple aujourd'hui dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui ont gagné de la popularité parce qu'ils sont des leaders d'opinion. Beaucoup sur les réseaux sociaux sont des leaders d'opinion. Maintenant les gens les suivent ce qu'ils disent, suivent leur on va dire, idées, leur coaching, etc. Il y a maintenant des personnes qui ont 3 millions, 4 millions, 5 millions de followers. Ils ne sont pas managers, mais ils font de l'influence positive. Donc, c'est ce leadership, justement, ce charisme. Et bien sûr, tu dois avoir des données, de l'information, de la formation. C'est pas grave. Pour pouvoir mener les gens vers une idée. Je passe. Je viens d'expliquer ce point. Le manager, il est choisi. Il est désigné par qui? Il est choisi par les supérieurs. Le manager est choisi par la hiérarchie, le supérieur. Mais il est imposé à l'équipe. L'équipe doit le suivre. Elle n'a pas le choix. On dit c'est votre supérieur hiérarchique, c'est votre manager. Donc vous devez revenir à la fin de la journée, lui donner l'état d'avancement. Voilà monsieur ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai pas trouvé, voilà ce que j'ai trouvé comme souci. À la fin de semaine, il te dit passe au bureau, tu me fais PowerPoint de 15 minutes, je veux voir ce que tu as fait toute la semaine. Tu dois lui dire ok chef, il n'y a pas de problème, je passe vendredi. Vendredi à 5 heures. Tu ne vas pas lui dire je suis fatigué, c'est vendredi, c'est 5 heures. Tu dois venir présenter ton état d'avancement, ce que tu as fait durant toute la semaine. Donc il y a un aspect de quoi? D'obligation. Oui. Il y a un aspect d'obligation. Tu es obligé de respecter. Je l'ai mis ici, c'est une autorité formelle. Formelle, ça veut dire c'est un supérieur hiérarchique, c'est un N1. Son statut en entreprise, c'est lui qui lui donne ce pouvoir. Et la plupart du temps, il est occupé par les objectifs. À chaque fois qu'il te parle, il est occupé par les objectifs. Il est focalisé, il est concentré sur les tâches. Pour lui, tu dois absolument arriver à l'exécution. Maintenant, il peut motiver. Il peut être présent. Il peut expliquer. Il peut faire toutes les actions que nous avons expliquées ce matin. Il va pousser, encourager cette équipe
Et bien sûr, il va observer chacun et son potentiel. Chacun, il a quel talent, chacun, il a quelle capacité pour qu'il puisse exploiter ses compétences. D'ailleurs, le recrutement qu'il fait au début, c'est un repérage de talent ou un repérage de compétences pour les mettre en œuvre dans le cas d'un projet. Donc, si on veut résumer, vous et moi, c'est qui le manager? C'est un organisateur. Il va organiser. Même quelques compétences, il va les mettre ensemble pour pouvoir toucher un objectif tel et tel. Organisateur, coordonnateur et, on ne va pas l'appeler un inspecteur, mais il va contrôler quand même. Il va tout le temps contrôler votre travail. Ne lui dites pas, mais pourquoi tu me suis? Mais pourquoi tout le temps tu viens à mon bureau? Mais pourquoi tout le temps tu me déranges? Tu n'as pas le droit de lui dire ça. S'il vient 3 fois chez toi au bureau, il a le droit pour voir si vous avancez. Et d'ailleurs, il va toujours vous demander, est-ce que vous avancez? Vous avancez? Vous avancez? Vous avancez? Vous avancez? S'il ne le fait pas, vous n'allez pas avancer juste... non. Il peut faire de la motivation psychologique comme il peut faire de la motivation monétaire. Il te dit, je te promets, je vais te donner la prime de rendement. Prime de rendement, c'est bon. Prime de déplacement, je te promets que tu vas l'avoir. Mais je veux tel et tel résultat. Donc, il peut changer sa stratégie, son comportement, selon la personne devant lui. Nous avons encore du timing. Je peux passer? Oui. Maintenant, l'autre monsieur qui est leader. Il n'a pas été choisi. Il n'a pas été choisi par la direction. Mais c'est bizarre, tout le monde le suit. Il est suivi par tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il a été apprécié. Les gens l'adorent. Même s'il crie, il l'adore. Il dit non, non, il a crié parce qu'il veut mon intérêt. Tout le monde respecte. Tous les membres de l'équipe ont voté psychologiquement sur lui. Et quelquefois, le manager va venir chez le leader, lui dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux parler à l'équipe pour leur passer un message? Ils vont t'écouter, toi, beaucoup plus. Ils acceptent quand tu cries, ils acceptent. Ici, de quel type d'autorité il s'agit? Une autorité d'influence. Est-ce que vous connaissez des personnes comme ça? Il peut crier sur toi et tu acceptes. Tu dis, non, madame, je ne vais pas me fâcher parce qu'il veut mon bien. Vous avez des personnes, même de la famille, des gens qui viennent crier sur toi. Ils n'ont pas d'autorité, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Et tu acceptes, tu dis, madame, je ne sais pas, je ne peux pas lui dire quelque chose, je le respecte beaucoup. On peut le trouver dans la vie privée ou la vie professionnelle. Il a quoi comme qualité? Un pouvoir relationnel. Il sait parler aux gens. Il trouve les bons mots. Il a ce talent de communication. Et il est convaincant. En 2 phrases, tu as tout compris. Quand il est en entreprise, c'est magnifique le leader. Pourquoi? Il va penser à l'avenir. Il va gérer les risques, gérer les crises. C'est le garant de l'avenir. On est dans la confiance avec lui, on ne s'inquiète pas. On sait qu'il est là. On dit non, non, je ne m'inquiète pas, il est là. Il fait partie de l'équipe. C'est une sorte de sécurité psychologique. Il va toujours tirer l'équipe vers le haut, toujours motiver les gens vers le haut. Il va faire confiance à chacun. Même les personnes qui ont un tout petit potentiel, il va leur donner confiance. Il va leur dire, tu peux y arriver, tu peux, vas-y, fonce, prends confiance, vas-y, donne ton meilleur. Il va faire du coaching. C'est comme le coach sportif. Vous connaissez un coach dans les vestiaires avec les joueurs. Sur quoi il joue? Sur leur psychologie. Le leader en entreprise, il va faire la même chose. Il va travailler sur quoi? Sur les émotions. Oui, on va y aller, vous allez gagner, tu es capable, je te fais confiance. Il va jouer sur les émotions. Il va parler avec cœur. Et lorsque les autres vont l'écouter, ils vont être touchés par cet aspect-là. Et c'est bizarre, ça marche. Ça marche parce que les personnes vont travailler des heures supplémentaires, vont venir samedi matin. Il y a même des gens qui vont venir la nuit pour sauver une situation, ou venir un dimanche. Ils lui disent, franchement, je suis fatiguée, je n'en peux plus, mais pour toi, je vais venir. Je vais venir. Je sais que c'est même pas payé ces heures supplémentaires, mais c'est bon, je ne vais pas te lâcher, je vais venir. C'est bon, la relation, elle est là, la confiance est là. Et bien sûr, n'oubliez pas qu'il y a un pouvoir de manipulation énorme. Mais en tout cas, on l'a compris, il a su influencer
l'équipe. Est-ce qu'il y a des personnes ici, leaders, influenceurs, manipulateurs? C'est vrai? Une personne. Les autres? Nous avons d'autres leaders en classe? Vous savez comment parler, à quel moment et avec quelle personne, et vous changez la vie de l'autre, vous essayez de manipuler. Deuxième personne? 3, 4. D'accord. Je peux passer? C'est bon, je peux? Maintenant, on va faire la différence entre les deux. Suivez avec moi tout ce que j'ai mis ici. Après, je vais vous laisser noter. Regardez, s'il vous plaît, le tableau. Le leader, à quoi il pense? À l'avenir. Et le manager, il pense les problèmes de tout de suite. Je dois me régler le problème de ce matin. Je ne veux pas attendre maintenant. D'accord. Le leader, il va vouloir des choses nouvelles. Donc, il apprécie à chaque fois, il change de stratégie. Il aime la nouveauté, il n'aime pas l'ennui. Mais le manager préfère la stabilité. Pourquoi? Parce que, tout à fait, il suit la stratégie de l'entreprise. Maintenant, le leader, puisqu'il est visionnaire, il va toujours réfléchir à l'avenir lointain, donc le long terme. Par contre, le manager, il a les objectifs de cette journée. À 15 h, tu passes chez moi. À 17 h, tu passes chez moi. D'abord, on règle les problèmes du lundi et après, je te parle du mardi. Mais on n'est pas encore mardi, on est d'abord ici, tout de suite. Parce qu'il est obligé de donner des rapports de productivité, de rentabilité journalier, ou bien chaque semaine, chaque fin de semaine. Donc, c'est le court terme. Le leader, il va essayer de connaître, voilà, pourquoi telle est telle action, pour qu'il soit plus convaincant. Et le deuxième, il est concentré sur les objectifs et les résultats. Le leader, il fait confiance à l'autre. Donc, il peut donner une responsabilité, déléguer, dire « Oui, vas-y, toi, tu peux, ne t'inquiète pas, on est derrière toi, vas-y. Et toi aussi, tu veux de la responsabilité, vas-y. » Il va déléguer, partager son pouvoir. Celui-là, il va essayer de comprendre comment, mais généralement, c'est lui qui fait l'action. Sauf si vraiment il est en déplacement ou malade, mais c'est lui qui fait l'action. Pour lui, ici, le leader, tout devient simple. On comprend avec lui facilement. Pourquoi? Parce qu'il parle du cœur et il parle avec intuition. Et bien sûr, il prend en considération, dans sa prise de décision, tout l'environnement social. Par contre, ici, il n'y a que la logique, les plans, le contrôle. Lui, il a un plan très clair dans sa tête. Il se limite à la vision de l'entreprise. Il veut juste zéro souci, zéro problème, zéro délai. On pense au toyotisme. Zéro souci. Ça marche? Vous pouvez noter, bien sûr. Ce leader qui nous intéresse en tant qu'influenceur. La principale qualité va être quoi alors? Sa capacité à influencer. Mais attention, il peut être capital pour l'entreprise. C'est pas grave. Il peut être capital pour l'entreprise. Pourquoi il peut être un petit trésor que nous avons? Parce que à chaque fois que la direction voudrait telle ou telle chose, elle pourra partir chez le leader et lui dire « Écoute, puisque tu as de très bonnes relations avec les équipes, s'il te plaît, est-ce que tu peux t'en occuper, passer un message? Et je sais très bien que toi, tu sais leur parler. Tu as ce talent, tu les connais, ils te font confiance. Donc, il peut être un capital à exploiter. » N'oublions pas que ce qui caractérise le leader, c'est la relation de confiance mutuelle qu'il a avec tout le monde. C'est un poisson. C'est un poisson, c'est-à-dire un passe-partout. Il comprend tout le monde et tout le monde le cherche. Il est qui? Il est le grand frère de tout le monde. Ou il est la grande sœur. Mais il est jeune. Mais quand même, il a une maturité. Il arrive à donner un conseil. Quand tu lui racontes ton problème, en 2 minutes, il te donne un conseil. Il te dit c'est bon, ne panique pas. Voilà, moi je pense que tellement rapide, il a une réflexion très rapide. Et les gens lui font confiance. Il peut te dire voilà, on va partir faire ceci, cela. Tu ne vas pas trop compliquer la discussion. Tu lui dis ok, c'est bon, ok. Il te dit c'est bon, tu vas me suivre? Il te dit oui, bien sûr, ok, je te fais confiance. Il y a cet aspect de vraiment confiance. Mais
le leader, puisqu'il n'est pas notre manager, le manager peut rester notre manager pendant 40 ans. C'est lui qui a un poste de management. Mais ce leader, il peut travailler avec nous sur un projet, après il va partir à un autre département ou quitter l'entreprise et partir. Et peut-être qu'il a un autre poste dans un autre service au 5e étage. Il n'est pas avec nous tout le temps. La durée de son intervention est limitée. Donc, c'est quoi l'idéal? L'idéal, c'est de recruter un manager qui a la qualité du leader. Donc, quel est le profil recherché sur le marché de l'emploi? C'est quoi la perle rare, le petit diamant recherché par les chasseurs de tête? Les recruteurs, c'est un manager leader. Quand tu deviens manager leader, tu coûtes cher sur le marché. Donc, chers étudiants, si vous êtes en première année aujourd'hui et vous voulez construire un profil intéressant, eh bien, tout ce qu'on a étudié ce matin, ça te concerne. C'est ton plan d'action, c'est ta transformation. Prends ces éléments comme objectif à atteindre pour avoir une transformation radicale de ta personnalité. Le jour où la faculté te donnera un diplôme, tu trouveras le côté technique, maîtrise du métier, est là, et le côté psychologique, relationnel, est là aussi. Donc, que veut le peuple? Nous avons un magnifique profil. Et le côté technique et le côté relationnel et psychologique. Il me reste 3-4 minutes, c'est ça? D'accord. Je passe. Quel est l'intérêt du leader? Et quel est l'intérêt du leadership alors? De trouver les moyens d'action qui sont nécessaires, sans complication. La vie est belle avec le leader, parce qu'on va travailler dans le plaisir et le sourire. Vous allez trouver... Avant le bilan de fin d'année, les gens, c'est 10 h du soir. Ils sont toujours au bureau. Bilan de fin d'année est en train de se préparer. Mais le petit café, elle a ramené un petit cake, l'autre des petits macarons. Et on est en train de souffrir. On souffre. Mais le bonheur, le sourire, et tout le monde est souriant. C'est un environnement magnifique. Et on sera tous performants. Et pourquoi? Parce qu'il joue sur le psychique du salarié. Voilà, le psychique du salarié. Il peut traiter avec toi des éléments tels que le budget, l'humain, le matériel, mais tout passe avec lui parce qu'il est clair, précis et tu ne sens pas son autorité. Tu ne sens pas qu'il y ait vraiment une pression. Donc, il formalise, mais de façon très, très simple. J'espère que chacun de vous va essayer de travailler ce profil-là. Je peux passer? S'il vous plaît, si je veux être leader et moi je suis timide et je ne parle pas beaucoup, quelle est l'astuce? Qu'est-ce que je dois faire? Comment? Je suis quelqu'un de timide, primaire, collège, lycée, c'est le prof qui parle. Moi, j'ai jamais parlé en classe. Et maintenant, je découvre des qualités et moi je suis timide, je ne parle pas beaucoup, j'ai peur. C'est quoi la chose naturelle que je dois faire pour me transformer comme ça? Comment? Où je vais trouver ces gens? Moi, c'est la faculté, l'école. Le théâtre. Est-ce que vous avez des centres de théâtre ou centres de jeunes dans vos quartiers? Centres de jeunesse, centres culturels. Vous les avez? Il y a dans chaque quartier un centre culturel au Maroc. Dans chaque quartier, il faut chercher, il est où le centre culturel? Ils font musique, ils font théâtre et ils font chant. C'est gratuit. Quelquefois, c'est à 20 dirhams l'année. Non, ici à Casablanca, partout. Il faut demander. Il y a partout. Il y a un. Après le cours, je te dis où est-ce qu'il est. Il y a le croisement de Moussaqbal, il y a un croisement. Un croisement de 2 boulevards. Tu continues tout droit en face de McDonald's. Et c'est compétence. Maintenant, est-ce qu'il y a un leader idéal qui est le plus recherché? On va dire non, il n'y a pas un qui est idéal. On ne va pas le dessiner. Ça dépendra des circonstances, ça dépendra des individus. Et n'oublions pas un autre aspect, c'est qu'un bon leader, il va lui-même avoir un style de management propre à lui et à sa personnalité. Il va la développer au fil du temps, selon ses expériences. Et n'oublions pas le troisième aspect, c'est le caractère d'adaptation.
À chaque fois qu'il y aura une nouvelle situation ou une nouvelle personnalité, il va s'adapter à lui selon ses besoins, selon le besoin de cette situation ou de cette personne. Il y a alors des points communs entre le manager et le leader. Si maintenant je vous demande à vous, qui préférez-vous être? Officiellement avec l'entreprise manager, officiellement tu as le pouvoir et l'autorité, ou bien tu préfères être apprécié, aimé de tout le monde et tu es le leader qui arrive à influencer. Qu'est-ce que vous préférez? Le leader? Les deux? Je voudrais que vous levez la main. Qui préfère être uniquement pouvoir, formalité, objectif, logique, management? Qui préfère être manager? D'accord. Et maintenant, qui préfère être leader? Les autres, vous ne préférez rien? Les deux personnes? D'accord. Qui préfère les deux? Ah, d'accord. J'ai compris. Donc, presque la totalité. Très, très bien. Parfait. Maintenant, vous le savez. C'est bon, je peux? Vous le savez, nous évoluons. L'être humain évolue, ses besoins évoluent, le marché évolue. Tout évolue autour de nous. Alors, le management est un management transformationnel qui se transforme tout le temps. C'est un management transformationnel qui va s'adapter tout le temps. À quoi? Au mouvement, à l'environnement. Et donc, est-ce qu'il y a un management de demain qu'on doit préparer, auquel on doit se préparer? Eh bien, nous, si nous sommes étudiants et nous sommes logiques, nous sommes dans une faculté d'économie et de droit, logiquement parlant, si on veut, pensez vous et moi, un management de demain, on va dire il doit être orienté résultat. Lorsqu'on te donne le rôle de responsable ou de manager ou de chef de projet ou de chef de service, en tout cas tu t'occupes d'une tâche ou d'une mission où tu es chargé de telle et telle tâche, pense au résultat. Réfléchis aussi à gérer le capital humain, les ressources humaines. Parce qu'on peut avoir de l'argent, on peut avoir un capital financier qui est très très bien, beaucoup d'argent. Mais si on a des personnes défaillantes, tu as fait le mauvais recrutement, tu as recruté des bras cassés, tu as recruté des gens incompétents, tu animes, tu fais des efforts mais avec les mauvaises personnes. Donc ces personnes-là vont te perdre l'argent que tu as. Le capital humain va détruire le capital financier et l'entreprise va faire faillite, on fera une perte. Donc, on peut avoir un capital humain de qualité. Choisissez les bonnes personnes dans le recrutement. Assistez, lorsque le RH t'appelle pour te dire « Vous avez besoin de quelqu'un ?» Assistez avec nous aux entretiens. Ne lui dis pas « Non, non, monsieur, choisissez vous-même. » C'est toi qui es concerné. Viens, assiste aux entretiens. Choisis, pose des questions aux gens pour voir s'ils correspondent à ton besoin. Lorsque tu fais une bonne sélection de capital humain, tu choisis les bons profils. Même si tu as peu d'argent, ce capital humain va développer ce capital financier. Bien sûr, on pense aussi à une meilleure prise en compte de l'élément humain, comme je viens de signaler, et de sa dynamique d'engagement. Choisissez les gens qui veulent travailler, qui sont déjà eux-mêmes motivés. Comme ça, tu ne vas pas venir chaque jour pour pouvoir motiver ces gens-là. Est-ce que ce n'est pas fatigant chaque jour de dire « Mais vas-y, mais motive-toi » C'est fatigant. On veut des gens qui se réveillent le matin, ils sont déjà motivés, qui viennent déjà avec le sourire, qui veulent déjà eux-mêmes travailler. On n'est pas là pour pouvoir jouer au professeur même en entreprise. Et bien sûr, n'oubliez pas que chaque salarié reste un être humain qui a besoin de sécurité. Donc ne forcez pas trop les choses, ne soyez pas tout le temps dans les menaces, ne soyez pas agressif, ça ne marche pas. Si vous êtes agressif, les gens vont quitter le service ou quitter carrément l'entreprise. Ne me dis pas non madame je crie c'est pour son bien. Peut-être que ça ne marche pas avec monsieur A mais ça marcherait avec monsieur B. Donc adaptez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas, si vous demandez à vos salariés d'être motivés et dynamiques, vous-même vous devez être comment? Dans l'énergie et l'enthousiasme. Ce sont ces ingrédients qui vont nous donner une capacité de relever des défis. Donc, je ne sais pas. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport au rôle de manager?
Ça va? Voilà, je vous remercie toutes et tous pour cette belle séance et à la semaine prochaine.